Yaël Braun-Pivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la commission des lois et députée La République En Marche des Yvelines. Le projet de loi relatif à la prévention du terrorisme est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Qu'est-ce que ce texte nous apporte de concret pour nous rassurer, nous ? Alors ce texte va permettre d'assurer une meilleure protection des événements festifs. Depuis 4 ans, lorsque vous organisez une foire, un salon, un marché de Noël, hors Covid, c'est ce que nous faisions et c'est ce que nous aimions faire, eh bien cette loi permettait de sécuriser ces lieux, de permettre d'assurer les fouilles des véhicules aux abords, par exemple, de ces événements. Cette loi, elle permet et elle permettra durablement de s'assurer que des personnes qui présentent des risques liés au terrorisme soient mieux surveillées puisqu'elles sont obligées de faire des pointages, de déclarer leur domicile, etc. Ce sont des mesures que nous avions prises lorsque nous étions sortis de l'état d'urgence. En 2017, rappelez-vous, le président de la République souhaite sortir de l'état d'urgence qui a occupé le territoire pendant 2 ans. Et pour sortir de l'état d'urgence, on adopte une loi qui s'appelle la loi de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, qui prévoit ces mesures-là, donc des périmètres de protection, des visites domiciliaires, ce qu'on appelle des MICAS. Et ces mesures, nous, Parlement, nous disons, il faut qu'elles soient temporaire parce que nous voulons voir comment ça marche et si c'est utile. Et pendant 4 ans, nous avons contrôlé ces mesures et aujourd'hui est venu le temps de la pérennisation. Nous avons estimé que oui, elles étaient utiles, elles sont nécessaires pour nous protéger, donc on peut les prolonger dans le temps et c'est l'objet de ce texte de loi. Alors les personnes condamnées pour terrorisme, quand elles sont libérées, qu'elles ont fait leur peine, eh bien, il y a des mesures de suivi qui étaient envisagées. Le Conseil constitutionnel a censuré des mesures, considérant que leur liberté d'aller et de venir devait être pleine et entière. Est-ce qu'on va régler ce problème ? Alors oui, on y revient. C'est une loi que j'avais portée l'année dernière et qui avait entraîné un large consensus à l'Assemblée et au Sénat. Le Conseil constitutionnel, vous avez eu raison de la rappeler, a estimé que nous allions trop loin. Et donc aujourd'hui, nous revenons sur une mesure de sûreté pour ces personnes-là que nous avons redimensionnée et réorientée vraiment sur le suivi judiciaire. Et donc ce texte de loi, j'espère, permettra de passer le filtre du Conseil constitutionnel puisque nous, c'est une conviction qu'on a très fort. Quand on veut lutter contre le terrorisme, quand on veut protéger nos concitoyens, il faut le faire avec les armes de l'état de droit. Et donc, le Conseil constitutionnel nous a fait des remarques, nous en avons pris compte et maintenant nous revenons, nous avons remis le métier sur l'ouvrage. Alors, l'ouvrage sur le métier. L'ouvrage sur le métier. Concrètement, est-ce qu'une personne qui a été condamnée pour terrorisme pourra, après sa peine, acheter une arme ? Alors non, il y a un fichier qui va permettre d'interdire effectivement à ces personnes-là de détenir et d'acheter une arme. Est-ce que cette personne pourra déménager plusieurs fois de suite pour disparaître dans la nature sans avoir à signaler ces déménagements ? Non, il faudra qu'elle déclare son domicile à un juge et qu'elle déclare tous ses changements d'adresse, donc elle ne pourra pas le faire. Et ça, vous craignez pas que ça soit censuré une nouvelle fois ? Écoutez, nous avons pris en compte les remarques. Donc maintenant, je crois que, et le Conseil constitutionnel l'avait noté, il faut vraiment concilier 2 impératifs. L'impératif de protection de nos concitoyens et les impératifs de liberté publique et de liberté d'aller et venir et de mener une vie familiale. Donc cet équilibre que nous devons rechercher est nécessaire, mais nous ne devons pas perdre de vue la protection de nos compatriotes. C'est vraiment moi, en tout cas, ça, mon objectif premier. Et je crois que ces mesures, et c'est ce que nous disent tous les acteurs de la lutte antiterroriste, sont nécessaires. Donc nous revenons à la charge et nous espérons cette fois-ci être conformes à nos principes constitutionnels. Est-ce qu'on pourra mieux surveiller ceux qui se rendent en Turquie, par exemple, ou en Syrie ou en Afghanistan ? Est-ce que ces personnes continueront à faire des voyages de ce type sans être inquiétés ? Alors, il pourra y avoir en tout cas des interdictions de sortie du territoire qui permettront de contrôler également les passages aux frontières. À droite, nous avons entendu ce week-end la proposition de Guillaume Pelletier qui était de dire, dès qu'il y a certains faits, par exemple terrorisme ou attaque des forces de l'ordre, cours de sûreté, c'est-à-dire des magistrats spécialisés qui peuvent, sur la foi d'un soupçon, emprisonner quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas une mesure finalement que l'opinion approuverait ? Alors vous savez, il y a 2 choses. Il y a effectivement ce que pourrait souhaiter l'opinion publique, ce que pourraient souhaiter certains responsables politiques, sortir de l'état de droit, revenir sur nos principes les plus essentiels, revenir finalement sur nos règles démocratiques. Je crois que ça, c'est une espèce d'écran de fumée. En fait,
on aurait le sentiment, on pourrait croire que c'est ça qui nous protégerait, mais ça, moi, je ne le crois pas. Je crois que justement, ce qui va nous protéger contre le terrorisme, contre les risques que ces personnes font courir à la société, c'est l'état de droit, c'est rester dans nos règles démocratiques, mais en n'étant absolument pas naïf et en prévoyant ce type de mesures de sûreté que j'ai portées il y a un an, que nous allons porter aujourd'hui avec Gérald Darmanin et avec le garde des Sceaux. Nous croyons sincèrement, et je crois que sur la durée, c'est ça qui protège nos concitoyens. Il ne faut pas céder nos principes démocratiques à ces personnes qui souhaitent porter la terreur sur notre territoire. Est-ce qu'on sera plus fort en matière de renseignement grâce à ces lois? Est-ce qu'on pourra mieux enquêter en amont dans la prévention du terrorisme? Alors oui, c'est effectivement, cette loi a également pour mission de renforcer l'action de nos services de renseignement en leur donnant de nouveaux outils. Il faut savoir que l'action de ces services a été considérablement renforcée depuis 2017. Nous avons près de 2000 embauches au sein de la DGSI, c'est considérable. Nous avons renforcé le renseignement territorial et là, nous allons permettre d'augmenter un petit peu les possibilités techniques, notamment avec la technique de l'algorithme, qui était également une technique expérimentale soumise au contrôle du Parlement. Là, on est toujours, et c'est ça, je crois, qui est très important pour vos auditeurs, c'est que nous avons une augmentation de nos moyens de lutte antiterroriste et en même temps une augmentation du contrôle démocratique fait par le Parlement de l'utilisation de ces moyens, ce qui nous permet de garder un bon équilibre. Donc pas de risque de syndrome Big Brother, d'une société surveillée où nos conversations peuvent, grâce aux algorithmes, d'un seul coup être écoutées? Certainement pas, et nous avons vraiment insisté, et nous sommes très vigilants sur ce point, et encore une fois un contrôle parlementaire très poussé par une autorité administrative indépendante dont le président, dont la nomination du président est validée par le Parlement. Nous avons des parlementaires qui siègent dans cette autorité administrative indépendante, elle s'appelle la CNCTR, et en même temps nous avons un contrôle parlementaire renforcé au sein d'une délégation très spécifique. Nous sommes 8, c'est la DPR, délégation parlementaire au renseignement, j'en fais partie, et elle contrôle au quotidien l'action du gouvernement en matière de renseignement. Quand on voit les Américains espionner Angela Merkel, on est peut-être, nous, trop, justement, vigilants sur le droit et un peu naïfs, non? Je crois pas. Je crois que, vraiment, dans une démocratie, encore une fois, vu les possibilités technologiques qui s'offrent à nous, il faut du contrôle parlementaire poussé. Il faut ne pas être naïf, mais en même temps être très vigilant, et c'est à cela, je crois que je dois et nous devons tous être attachés. Alors, vous êtes aussi au cœur des négociations sur la Nouvelle-Calédonie qui se passe en ce moment à Paris. À quand le 3e référendum qui est prévu par les accords, le 3e référendum sur l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie? Une date, automne 21, comme le veulent les loyalistes, ou 2022, comme le veulent plutôt les indépendantistes? Alors vous avez la fourchette. Nous sommes effectivement à l'aube d'une 3e consultation qui est décisive, puisque c'est la dernière prévue par les accords de Nouméa. Les Calédoniens doivent choisir s'ils souhaitent rester dans la République française ou s'ils doivent accéder à cette pleine souveraineté. La date est en discussion. Certains préfèrent effectivement 2021, d'autres 2022. Et vous? Il y a la présidentielle au milieu. Ce que moi je souhaite, c'est deux choses. D'une part, que l'on puisse trouver une date qui fasse consensus. Le même jour que la présidentielle, par exemple. C'est le rendez-vous républicain. Les loyalistes et les indépendantistes. Et en même temps qu'on arrive à dessiner un chemin avant ce référendum et après. Parce qu'il faut que ce référendum, cette consultation, s'inscrive dans une dynamique de long terme et qu'elle soit une étape. Mais quelle que soit la réponse et finalement quelle que soit la date de cette consultation, nous avons besoin d'échanger sur ce que sera le devenir de certaines compétences sur ce territoire. Donc ces échanges ne sont pas complètement dépendants de cette réponse au référendum. Donc il faut qu'on dessine cette trajectoire avec différentes étapes, avec des échanges sur tous ces points. Un peu comme on l'a fait à Tahiti. Vient de faire. À Tahiti, on a fait une sorte d'indépendance qui ne dit pas son nom. Alors il faut regarder ce qu'on peut faire. Il y a le contenant et le contenu en fait. Et je crois aujourd'hui que le contenu est en fait plus important que finalement la façon dont on l'appellera à l'issue. Et le contenu, il faut se mettre d'accord sur la nationalité, sur la monnaie, sur les transferts financiers. Et tous ces détails, ce n'est pas accessoire, c'est essentiel. Et là-dessus, il faut que nous puissions continuer à discuter. Ça a commencé à être fait cette fois-ci à Paris. Les discussions sont très fructueuses sous l'égide de Sébastien Lecornu. Moi, j'ai rencontré tous les acteurs. Ils sont très satisfaits parce qu'ils vont au fond des choses. Et ça,
Il faut continuer maintenant à le faire pendant les semaines et les mois qui viennent. Ça pourrait être une partition de l'archipel, c'est-à-dire l'indépendance pour la partie nord, par exemple, et puis le sud resterait attaché à la République française. Alors ça serait contraire aux accords de Nouméa. Parce que, et moi je crois que ça n'est pas une bonne idée. Ce qui est important, c'est l'unité de ce territoire et c'est le vivre ensemble. Le rêve calédonien, c'est le vivre ensemble sur cette terre qui est à 16 000 kilomètres, qui est à 16 000 kilomètres de nous. Et je crois que finalement, c'est ça. La Calédonie, c'est un territoire qui a été peuplé successivement par toute une série de personnes sur lesquelles il y avait un peuple premier, mais il y a aussi, on pense à toutes les déportations. Chacun a sa légitimité historique. Chacun a sa légitimité historique et il ne faut pas organiser le conflit de ces légitimités, mais voir comment on peut les organiser harmonieusement. Et je crois que c'est ça vraiment le défi qui est devant nous. Alors hier, le Conseil constitutionnel a validé le pass sanitaire. Alors pour les grands rassemblements, dans les stades ou les grands concerts, est-ce qu'il ne faut pas l'étendre, ce pass sanitaire, pour que, si on peut montrer patte blanche, on puisse retourner à l'intérieur des salles de restaurants, rouvrir les discothèques, par exemple? Alors moi, j'y suis extrêmement opposée. Et pourquoi ? J'ai porté un amendement à l'Assemblée qui est resté en commission mixte paritaire et qui a fait l'unanimité. Nous pensons que le pass sanitaire ne doit pas rentrer dans notre vie quotidienne, parce que là, il devient discriminatoire. En fait, c'est pour ça que moi, j'y suis opposée. Mais tout le monde peut être vacciné aujourd'hui, donc ceux qui ne veulent pas, parce que c'est leur opinion, et qui ne nous empêchent pas d'aller en discothèque. Alors, ça n'est pas tout à fait exact. Aujourd'hui, on vient seulement d'ouvrir, aujourd'hui ou hier, la vaccination aux plus de 18 ans. Donc, toute la stratégie vaccinale avec les 2 vaccins pour nos jeunes ne sera accessible que mi-juillet ou fin juillet. Donc aujourd'hui, si vous mettez un pass sanitaire, c'est discriminatoire pour une partie de la population. Après, je crois vraiment que ces lieux de vie quotidienne ne doivent pas être affectés par une quelconque restriction d'accès. Je crois que ça c'est contraire à nos principes constitutionnels, à notre liberté d'aller et venir, à notre capacité de pouvoir vivre de façon très spontanée. J'ai envie d'aller prendre un café. Je ne vais pas être obligée d'aller me faire tester pour aller prendre un café. Il faut que ça reste possible. Après le pass sanitaire, grands événements, salons professionnels, grandes foires, grands concerts, festivals, ça oui, de façon encadrée, c'est ce que nous avons fait au Parlement et ce qui a été validé par le Conseil constitutionnel. Comme quoi. Dans moins de 3 semaines, le premier tour des régionales, quel est l'objectif politique de La République En Marche? Prendre des régions, il n'y a pas d'endroit où vous êtes en posture d'avoir la présidence. Votre but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le RN n'en prenne aucune? C'est de diviser la droite? C'est d'aider vos alliés de la majorité? Moi, le but politique premier d'une élection, c'est de porter un projet. Qu'est-ce qu'on veut pour une région? Que veut-on pour un département? Que veut-on pour une municipalité? Quel est le projet que l'on porte? Et on voit aujourd'hui, par exemple, Laurent Saint-Martin a présenté son projet pour la région Île-de-France avec plus de 150 mesures. Donc, il y a un vrai projet et c'est ça que nous proposons aux Français. Je crois que... Et après, on compose en fonction du résultat avec ceux qui gagnent et puis on voit comment les projets se mélangent. On voit comment on peut faire des alliances de projets. Mais je crois que les Français aujourd'hui, si parfois ils se détournent des urnes, c'est parce qu'on ne parle que de politique politicienne avant de leur dire pour quelles raisons on va être élu et pour quelles raisons on doit voter pour nous parce que c'est tel ou tel projet qu'on mettra en œuvre. Donc quand il y a une élection dans une démocratie, pour moi, ce qui est essentiel, c'est parler de ce qu'on fera après parce que la politique, c'est faire. Eh bien, Yaël Braun-Pivet, merci, bonne journée. Merci à vous.